Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi. Toujours un plaisir de vous retrouver en ce vendredi et vous présenter des femmes que parfois vous connaissez très bien, mais peut-être pas sous l'angle que je vous les présente. D'autres fois, vous ne les connaissez pas, mais qui, comme moi, vous apprenez à les connaître et à les aimer. Et d'autres que vous connaissez un peu, vous les avez vues passer, mais peut-être pas dans un rôle, comme on va le voir aujourd'hui, parce qu'on explore le parcours de femmes et non pas l'expertise de certaines de mes invitées. Alors aujourd'hui, mon invitée, c'est une experte. Elle est experte dans son domaine. On la voit beaucoup dans les médias quand elle va commenter les questions d'immigration. Je dirais questions d'immigration en ce sens de comment on fait pour, si je retiens bien ce que je comprends de ces interventions, c'est quoi faire pour que ça marche, l'intégration, parce que, bon, les gens viennent vivre ici. Moi, je pense qu'ils vont venir de plus en plus vivre ici à cause que le climat est en train de tout chambouler. Là, c'est rendu qu'il y a des canicules partout. Nous, on a un bon climat, on a de la ressource, on a de la place. Tu sais, c'est juste logique que, éventuellement, dans des pays où il va y avoir de la sécheresse, là, il va y avoir de plus en plus de monde qui va venir vivre ici. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que ça marche? Et ici, je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer l'expertise de mon invitée, qui est aussi professeure d'université, qui est aussi elle détient un doctorat. Tania Lompré, comment ça va? Allô, Janie, ça va bien? Merci de m'inviter. Bien, merci d'être là, d'avoir accepté d'être là en mode plus perso, oui, plutôt que commenter l'actualité. Oui. Fait que toi, Tania, comment tu décris quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Ça, c'est une méchante bonne question. Parce que c'est toujours dur, je trouve. Les gens trouvent ça compliqué de voir qu'est-ce que je fais. Puis on dirait que ce qu'on voit, c'est quelque chose, mais il y a plusieurs choses en arrière aussi. Fait que, il y a un mot que toi, t'aimes pas, mais que moi, je vais utiliser, qui est quand même pluriactive. Je fais plein de choses. Mais tout converge vers ma mission. J'ai vraiment une mission d'intégration, de francisation des nouveaux arrivants, de formation d'enseignants. Tout ce que je fais tourne autour de ma mission, que ce soit un balado, que ce soit des chroniques à la télévision, que ce soit d'écrire des textes, que ce soit d'enseigner à l'université, que ce soit d'enseigner dans des écoles. Tout ça, ça tourne autour de ma mission, donc d'intégrer et de franciser des nouveaux arrivants au Québec. C'est ta mission, puis je dirais que tu as un message aussi. Ton message est quand même assez unique. Ouais. Comment tu le décrirais, si on le résume? Bien, en fait, plusieurs. Je pense qu'on doit converger. Mon message, c'est qu'on doit converger, qu'on doit se rassembler. Plutôt que de s'isoler tout le temps. Puis, tu sais, une des problématiques majeures qu'il y a en immigration au Québec, c'est que, justement, tout le monde est chacun de son côté, puis qu'on se rencontre jamais. Moi, ma mission, c'est de faire le contraire, en fait. C'est qu'on puisse arriver à converger ensemble puis à tisser des liens. Donc, c'est ce que je fais depuis plusieurs années. Puis, tu écris plusieurs textes aussi sur l'importance d'éduquer les arrivants. Donc, parce que, tu sais, la mission, l'éducation est au centre aussi. T'as enseigné le français, mais pas juste. Mm-hmm. C'est enseigner plusieurs choses pour qu'ils s'intègrent mieux. Oui, c'est ça. Bien, moi, comme enseignante en français langue seconde, donc j'ai vraiment fait... je me spécialise en francisation, donc j'ai enseigné le français aux nouveaux arrivants. Donc, tu sais, mais quand on dit ça, tu sais, les gens disent « Ah, toi, t'enseignes les participes passés puis la grammaire. » Je dis comme, ben, un peu, mais vraiment pas. Tu sais, moi, ce que j'enseigne, c'est vraiment comment prendre le français pour... intégrer la société. Puis pour fonctionner. Puis là, je ne suis pas toute seule. Là, j'ai des centaines de collègues à travers le Québec qui font la même chose, mais vraiment, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens soient en mesure de comprendre comment on cherche un appartement au Québec, comment on trouve un médecin de famille. Bon, là, ça, c'est compliqué pour nous aussi. Mais imagine pour eux autres. C'est ça, tu sais. Fait comment j'inscris mon enfant à l'école, comment ça marche, tu sais, la carte d'assurance maladie, n'importe quoi. C'est vraiment oui, parce que c'est vrai, dans le fond, les profs de français, ouais. Pour les nouveaux arrivants, parce qu'ils ont le français obligatoire qui arrive au Québec, vous êtes un peu le premier contact que ces gens-là ont avec l'administration au Québec, dans le fond. Tu sais, vous êtes les premiers, quasiment le guichet 1. Oui, mais on est en première ligne. C'est ça. Des nouveaux arrivants. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont avec nous qui ne sont pas nouveaux. Là. Je te dirais qu'il y a des gens qui arrivent en 3-4 mois, sont déjà en classe, mais d'autres que des fois, par des aléas de la vie, là, ont eu des enfants, ils devaient aller travailler en premier. Ben, souvent, ils ne sont pas nécessairement nouveaux arrivants, guillemets. Ouais. Ça fait peut-être des fois 5 ans, 10 ans qu'ils sont là, mais ils ont quand même besoin d'apprendre la langue parce qu'ils se sont souvent débrouillés sans ou avec une petite
connaissance de la langue, puis là, ils viennent bonifier. Fait que oui, on est vraiment en première ligne pour ceux qui viennent d'arriver. Puis en quand même première ligne sur plein de sujets pour des gens qui sont là depuis longtemps. Oui, c'est ça. C'est pas juste la langue, là, ça va. Donc, tu as une connaissance de, comme on dit dans le monde des affaires, tu connais très bien ton avatar, c'est-à-dire la personne qui a besoin des politiques que tu souhaites qu'on mette en place ou qu'on laisse en place ou parce que c'est souvent là-dessus que tu interviens dans les médias. Oui. Donc, tu sais, tu as une conscience, mais non seulement ça, c'est que là, tu as fait un doctorat aussi. Oui. Ton doctorat, le sujet, c'était quoi? J'ai un doctorat en éducation. En éducation. Vraiment, ma thèse est plus en didactique du français. Donc, comment les jeunes, moi, je travaille sur les jeunes 13 à 17 ans, donc ils sont arrivés au Québec, comment ils ont vécu leur apprentissage du français. Ah, fait que tu étais aussi dans éducation, mais dans l'immigration. Oui. Fait que c'est quelque chose que tu connais comme 360. Oui, je suis comme à cheval, hein? Tu sais, comme quelqu'un qui l'a réfléchi, qui l'a écrit, etc. Donc, comme doctorat. Ensuite, tu interviens dans les médias, tu as enseigné, tu fais un balado sur le sujet. Donc, tu as raison qu'un peu, tout tourne autour. Tu fais plusieurs choses, mais tu tournes autour d'une mission, d'un sujet. Oui. Comment? Aussi, en recherche, on utilise un mot pracadémique. Pracadémique, ça veut dire tu connais le terrain, mais aussi l'académique. Ah! Fait que pas juste des théoriciens qui ont des doctorats, qui ont lu plein d'études, qui sont super intelligents et qui connaissent plein de choses. Mais moi, en plus de ça, j'ai l'expérience de 19 ans sur le terrain dans des classes de nouveaux arrivants. Puis je pense que c'est ça l'idéal, c'est d'avoir les deux. Oui. Parce que c'est difficile, loin d'être juste théorique puis d'appliquer ça dans mes études en droit. Là, je pourrais te dire, il y avait beaucoup de profs qui n'étaient pas... comment t'appelles ça? Placadémique? Oui, pracadémique. Pracadémique, il y en avait une couple qui ne l'était pas. Fait que quand on est arrivé sur le marché de travail, on était là, mais voyons, qu'est-ce que j'ai appris? En tout cas, on apprend à réfléchir beaucoup, mais c'est ça, on avait moins d'idées de comment ça s'appliquait dans la vie. Ouais. Tania, on ne se lève pas un matin en disant, moi, l'immigration, l'intégration, c'est ça ma mission. Ouais. Alors, on va faire un tour de ton parcours, voir un peu la genèse de tout ça. Ouais. Premièrement, Tania, tu viens de quelle région? Tu as grandi où? Sur la Rive-Nord de Montréal. Donc je suis née à Repentigny, où j'habite encore. OK. C'est proche de mes racines. Oui, toujours. On a tendance à retourner d'où on vient. On est bien, là. J'ai habité plusieurs années à Montréal puis à Québec, mais j'ai senti le besoin de revenir chez moi. OK. Donc, tu grandis dans cette région-là. Tes parents? Eh bien, moi, je viens d'une famille hybride. Ah donc, oui? OK. Fait qu'il y a déjà une racine, là. Oui, tu sais, mon père s'appelle François Lompré. On s'entend que ça vient pas de notre pays. Mais ma mère s'appelle Giuseppina Gualtieri. Donc, elle est italienne. Elle est née en Calabre, dans le sud complètement de l'Italie, si les gens connaissent un peu le coin. Elle est arrivée ici à 3 ans. Fait que, tu sais, ma mère, c'est une nouvelle arrivante, mais tu sais, on ne sait pas, là. Je veux dire, tu l'écoutes parler, elle n'a pas d'accent. Tu la regardes, tu ne sais pas trop. Tu vois qu'elle est un peu méditerranéenne, mais tu ne peux pas te dire d'où elle vient. Elle a un prénom usuel québécois, donc les gens autour de nous l'appellent José, parce que c'est une de ses enseignantes quand elle était petite qui a dit « Ton nom, c'est trop compliqué. » Puis pourtant, ils vont juste dire Pina, mais là, ils vont dire juste... Elle dit « Tu t'appelles José à partir d'aujourd'hui. » Puis c'est resté. Ah oui. Fait que ma mère, elle utilise... Mais maintenant, c'est drôle, parce que je pense qu'elle réutilise de plus en plus son nom italien, mais dans l'usage, ça a toujours été José. OK. Mais chez nous, mes grands-parents Mais déjà, parlaient... un pilier d'intégration, là, qui était fait par ta mère. Ma mère et ma famille, c'est le meilleur modèle d'immigration que tu peux pas avoir. Ah oui? Mon grand-père est arrivé ici, il avait une certaine maîtrise du français parce qu'il avait travaillé, dans ce temps-là, ça allait pas super bien, là. En Italie, oui. C'est ça, fait qu'il était allé travailler en France quelques années, fait qu'il avait appris, français, entre guillemets, là, il parlait français, un peu comme on dit, là, parler anglais comme une vache espagnole, là, mais nous, on comprenait, puis... lui, c'était important pour lui que ses enfants fréquentent l'école française. Parce que c'était compliqué dans ce temps-là. Ma mère est arrivée avant la loi 101. Souvent, les enfants italiens étaient un peu garochés dans les écoles anglophones. Puis même dans notre famille, moi, les cousins et cousines de ma mère sont allés à l'école en anglais. Puis moi, ma mère et ses frères sont allés à l'école en français. Fait que chez nous, les parties de Noël, c'était trilingue. Là, c'était d'un côté, ça se parlait en anglais. De l'autre côté, ça se parlait en italien. De l'autre, ça se parlait en français. Fait que pour moi, c'est normal. Oui. De vivre un peu dans un melting pot culturel. De l'autre côté, chez mon père, c'est très, très québécois, là, bleu. Oui. Bleu foncé, là, OK. Puis tes parents s'étaient rencontrés où? À l'école secondaire. OK. Parce que mon grand-père a quitté Montréal-Nord, justement, je pense, pour offrir une meilleure vie. Puis
dans le temps, Repentigny, c'était un peu la campagne. Ma mère me raconte toujours que quand elle a pris le pont, elle pleurait parce qu'elle voyait que des champs puis des vaches. Puis c'était comme, qu'est-ce que je vais faire? Elle se disait, je m'en vais dans un coin perdu. C'est ça. Puis finalement, ben, ils se sont bien intégrés. Puis elle s'est mariée avec un gars de Repentigny. Ça a été spécial pour la famille, par exemple. Hein. Nous, on a... des fois, quand les gens me disent « Ah, tu sais, c'est difficile, les jumelages ou de se parler. » Genre, je connais ça, là, moi mais mon grand-père était même pas au mariage de ma mère. Pour te donner une idée, là. C'était pas super... c'était peut-être dans les premiers mariages mixtes. C'était peut-être pas les premiers du Québec, là, mais dans notre coin, c'était peut-être... on était... moi, au primaire, j'avais pas de collègues de d'autres nationalités, là. J'étais souvent la petite qui avait l'air un peu drôle. Puis en plus, je m'appelais Tania. C'était pas un nom très commun. Fait que si on me disait, tu viens d'où, toi? Je suis comme, de la rue d'à côté, là. C'était pas super compliqué, mais ça a été normal pour moi. Puis ma mère, si tu lui demandes aujourd'hui, elle va te dire qu'elle est québécoise et elle est italienne. Ça ne soustrait pas l'identité. Moi, je pense que ça s'additionne. Ça s'additionne, oui. Mais encore faut-il l'intégrer. Il faut trouver l'addition. Il Ouais. faut l'amener, l'addition. Donc, tu gardes... c'est ça, et c'est quand on reste de où on vient puis on se tient juste avec où on vient, bien, on n'additionne pas. C'est sûr que, si mon grand-père était resté à Montréal-Nord toute sa vie, puis que ma mère, elle serait, je dirais, elle aurait été autant québécoise, mais elle aurait probablement été entourée plus de la communauté italienne, alors que là, évidemment, en arrivant à Repentigny comme adolescente, elle s'est intégrée. Elle était déjà intégrée, elle était déjà là depuis quelques années. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Ma mère est designer d'intérieur. OK. Et mon père a travaillé en prison toute sa vie. Ouais. Fait que moi, qu'est-ce qu'il faisait? Il était gardien de prison. Oui, c'est intéressant. Fait que nous, ça roulait droit chez nous. Oui. OK. Fait que c'était sévère? Un petit peu, je pense. Puis, tu sais, était-tu hyper protecteur avec toi par rapport au petit gars, là? Parce que là. C'est drôle parce que mon père avait aussi une formation comme tireur d'élite. Souvent, moi, je trouvais ça drôle. Puis, je pense que les gars avaient peut-être. Il avait peur de ton père. Ah oui, c'est ça. Non, je pense. Pour vrai, je pense pas. Mon père, il est adorable. Il n'a pas l'air méchant. Du tout, mais je pense que si tu le cherches, tu vas le trouver. non, c'est bon. Donc, papa Tania et maman Tania, est-ce qu'ils ont eu d'autres enfants? Oui, j'ai une sœur qui s'appelle Nadine. Nadine, es-tu plus jeune ou plus vieille? Elle a 3 ans de plus jeune que moi. Plus jeune, OK. Fait que vous grandissez là. Oui. Jeune Tania, qu'est-ce que ça a l'air? T'es-tu tannante? T'es-tu rebelle ou t'es-tu première de classe? Un peu entre les deux. Un peu lunatique. OK. Je dirais. J'ai appris à lire toute seule. Moi, j'étais en première année, puis je savais déjà lire. Je connais ça, j'étais pareil. Oui, c'est ça. On s'en a déjà parlé. Moi, ce que j'aimais le plus quand j'étais petite, c'était les livres. Oui. Peu importe lesquels. Là, fait que tu étais une lectrice. Qu'est-ce que tu lisais, jeune? Là? Tout, mais rapidement, j'ai lu des livres peut-être pas pour adultes, là, mais ça a été quand même vite dans ma vie que j'ai lu des livres plus gros. Là, comme? Y a-tu des livres, tu te souviens, là, des livres d'enfance, là? Moi, je lisais Christine Brouillet, là. Oui. Puis, je me souviens que j'étais allée la rencontrer au Salon du Livre, puis c'était comme le plus beau jour de ma vie. J'avais 8 ans, 9 ans. Je sais pas quel âge j'avais là. Moi aussi, j'ai lu du Christine Brouillet jeune. C'est très jeune, là, quand elle faisait de la courte échelle, là, pour les enfants. J'avais Sonia Sarfati aussi, que j'aimais beaucoup, qui écrivait aussi à la cour. Moi aussi, j'ai lu Sonia Sarfati, qui écrivait, puis je suis allée rencontrer Christine Brouillet, puis je lui avais dit, quand est-ce que vous allez écrire un nouveau livre pour les enfants? Je ne sais pas quel âge j'avais, mettons, 10 ans, je sais pas. En tout cas, dans ce tour-là. Puis elle m'a dit, là, je pense que tu es assez grande pour lire mes ces romans de... Oui, parce que des whodunits, pour les jeunes, c'est quand même le fun. Elle avait des livres là, avec des mystères. C'était Casse-tête chinois. Puis je me souviens pas... Il y en avait un qui s'appelait comme ça. Là. Moi, c'était un livre que j'aimais beaucoup. Que t'as aimé, là, moi, j'ai l'air de rien, gang, mais je pose des questions parce que je veux faire lire ma fille cet été. Moi, je veux dire, c'était pas une... ça n'a jamais été une punition de lire, là. Non, c'est ça. Toi, t'aimais ça, là. J'aimais ça. Je lisais. Là, je partais avec mon sac à dos à la bibliothèque municipale, puis le maximum de livres, c'était 10 sur ma carte, puis je marchais jusqu'à la bibliothèque, je mettais 10 livres dans mon sac. Chaque fois, la madame, elle me regardait comme... Puis je revenais une semaine après ou 2 semaines après avec mes 10 livres, j'en prenais 10 autres. Voyons. Puis c'est drôle parce que ça a été mon premier emploi aussi. À la bibliothèque? À la bibliothèque. Ah oui, c'était ta première job. Donc, travailler dans ta passion. Oui. Ça, tu sais, ça parle. Oui, les livres, l'écriture, puis j'aimais aussi écrire, là, puis ça aussi, moi, quand
la prof passait plein de temps à faire des lettres. Moi, je trouvais ça plate parce que je savais déjà écrire, tu sais. Mais ça a été mes premiers amours, là, tu sais, lire et écrire. Dans cet ordre-là, c'est encore ça aujourd'hui. Lire et écrire après, ouais. Ah oui. Et puis, quand tu étais donc au secondaire, est-ce que ton rêve, c'est de devenir écrivaine? Oui. OK. Oui. Puis c'est un rêve que je nommais petite. Ah oui. Plus petite que le secondaire. Que moi, j'allais écrire des livres. Chaque fois que quelqu'un me demandait qu'est-ce que j'allais écrire, je disais des livres policiers. Ben, j'ai écrit des livres après, mais j'ai jamais écrit de livres policiers. Ah oui. Mais peut-être que ce sera... Écoute, là, t'es jeune encore, t'as le temps d'en faire quelques-uns. Donc là, au secondaire, t'es un peu lunatique parce que, laisse si je devine, t'es lunatique parce que c'est long. C'est long, c'est plate, parce que t'as compris vite quand il parle, là, c'est ça. Fait que t'es un peu dans l'une, mais sinon, tu sais, est-ce que t'es dans un comité étudiant? Oui. T'es-tu impliquée? Ah oui, pas mal. Je faisais le journal étudiant, l'album des finissants, comité de l'album, comité de journal étudiant. J'ai même gagné un prix en secondaire 5, là. Ah oui, c'était quoi? L'article de l'année. Là, OK, c'est sur quoi? C'était le journal local, ça s'appelait L'Artisan. Puis il avait fait un programme dans les écoles secondaires, c'était l'Artisan étudiant, tu sais, puis il y avait vraiment un vrai journal qui était inséré dans le journal, tu sais, dans ce temps-là. Oui, dans le journal local, c'est big, là, un vrai journal. J'ai comme, wow, tu sais, t'as 16 ans, 17 ans. Fait que j'avais gagné un prix, tu sais, puis je m'étais dit, OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux écrire dans les journaux. Ah, donc là, ça a évolué. Là, tu as passé des livres aux journaux. Oui. Et là, tu fais ton secondaire, donc, puis qu'est-ce que tu as fait comme cégep? J'ai commencé en théâtre. Ah oui? Oui, puis après, j'ai bifurqué vers... Théâtre? Oui, théâtre. OK, fait que t'aimais l'expression orale aussi. Oui, j'aimais tout ça. Tu sais, moi, le parler, on est déjà pluri, là. comprendre, lire, écrire, c'était vraiment ce que j'aimais plus. J'aimais beaucoup l'histoire aussi. Tu sais, même au secondaire, j'avais ça comme option, mais tu sais, je me souviens que dans mon album définissant, ma prof avait écrit ton cerveau est toujours occupé à lire les quotidiens, tu sais. Ah oui. Plus tard, je te vois travailler dans un journal. Parce que, tu sais, moi, j'arrivais à l'école avec mes journaux papier au secondaire. Puis je m'ennuyais parce que je comprenais tout. Fait que je lisais. Tu lisais en attendant qu'il parlait, que ça passe à un autre sujet. Je faisais ça aussi au cégep puis à l'université. Je me souviens qu'à l'université, mon premier cours, je pense que j'étais en train de faire des mots croisés ou quelque chose, puis la prof, elle dit « Hey, toi », puis elle pose une question, puis je réponds. Fait que là, elle fait « Ah! » Là, elle a comme compris que t'es capable de faire deux choses en même temps. C'est ça, souvent deux choses en même temps. Oui, forcément. Maintenant, c'est rendu quasiment normal. Je dirais que les jeunes, avec l'attention puis tout ça, ils sont souvent, ils écoutent la télé, ils sont sur leur téléphone, etc. Mais quand même, tu faisais une activité un petit peu plus... Moi, j'étais comme ça au secondaire, mais je passais des petits papiers à mes amis. On se racontait des histoires. Aussi ça, quand même. J'ai aussi plié des lettres. Je me serais fait pogner avec les journaux. Mais donc, comment ça, le théâtre, là, je trouve que je suis étonnée. Ah, ben, je sais pas, toute ma jeunesse, il y en a qui font des cours de gymnastique, de danse, de flûte tabec ou je sais pas trop quoi, mais moi, je faisais des cours de natation puis des cours de théâtre. OK. Parce que je pense que j'avais besoin de mes parents. Mais là, tu rêvais pas d'être comédienne? Parce que là, t'es rentrée en théâtre, là. Oui. OK, fait qu'en plus, tu disais, je vais écrire dans le journal, mais je vais être comédienne aussi. C'est ça. Ben, tu sais, puis je me souviens que j'avais vu un orienteur, j'avais dit, moi, je veux faire théâtre et communication, puis ça n'existe pas. Puis là, j'avais fouillé dans un programme de cégep jusqu'à temps que je trouve au conservatoire qu'il y avait un cégep comme théâtre. Puis j'étais allée voir le conseil d'orientation, puis j'ai dit, regarde, ça existe. Je savais pas. C'est ça que tu as fait? Oui. Ah oui, fait que ton programme s'appelait comment? C'est comme un hybride, là. C'était genre théâtre et communication, quelque chose de même, là. OK. Ouais. Puis pendant ces années-là, est-ce que tu as commencé à rentrer sur le marché du travail? As-tu des job-ins? T'étais à la bibliothèque? Oui. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses après? Oui, j'ai travaillé dans les camps de vacances. Ah oui! Et comme animatrice. Et j'étais clown. Ah oui! J'ai fait des fêtes d'enfants. T'as fait des fêtes d'enfants en clown! Ouais. J'ai travaillé au clown du Carrousel, qui avait même un DVD, là. Je faisais des fêtes d'enfants dans un parc d'amusement intérieur, là. OK. Des maquillages pour les enfants, puis des ballons, puis tout, là. Ah oui. Fait que t'as fait ça pendant tes études. Oui, pendant mon cégep. Puis à quel moment, là, l'université, est-ce que ça se dessine ou... Oui. Tu sais, puis moi, mon plan, c'est d'entrer en communication à l'UQAM. Mais j'ai un peu niaisé au cégep, là. Fait que j'avais pas... je pense que c'était 33 de cotère, là, dans le temps, à l'UQAM, en journalisme.
Puis à Québec, c'était un petit peu moins. Fait que je suis partie à Québec pour étudier. En communication. Oui. Donc là, tu pars de la maison. C'est-tu la première fois que tu pars de la maison? Oui. Fait que tu pars de la maison, tu t'en vas rester avec qui à Québec? Avec mon meilleur ami, Jean-François. Puis notre troisième chambre changeait. Fait qu'on avait un 5,5, puis on était ensemble, puis il y avait une troisième chambre qui changeait. Fait que nos amis, un an l'autre. Puis, la vie d'étudiant. Mais là, donc, est-ce que tu travailles en même temps? Ou, Oui, énormément. Tu travailles où? Je travaille, j'ai commencé dans un Homer de Serre, après dans un Music World. Moi, j'aimais beaucoup la musique, fait que je travaillais dans un Music World. Puis après un bout de temps, j'ai commencé à donner des cours aux enfants puis aux adolescents parce que j'ai changé de bac à un moment donné. Bien oui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé en communication et ce qui t'était destiné à communiquer, qu'est-ce qui fait que tu bifurques? Un prof qui s'appelle Claude Cossette, qui était très connu, Cossette Communication, OK. qui nous dit dans un amphithéâtre où il y a à peu près 350 personnes, ici, il y aura 1 ou 2 personnes qui seront journalistes, tu sais. Alors qu'il va y avoir des gens qui vont en communication, en relations publiques. Il explique tout ce qu'on va faire, mais tu sais, comme le lecteur de nouvelles, comme à 22 heures, là, il y a le Foglia, là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas quasiment, là, tu sais. Puis, tu sais, ça a été comme un premier choc. Puis après, ben tu sais, c'était ça, des amphithéâtres de 350 personnes qui se connaissent. Tu sais, c'était gros. Puis moi, j'avais envie de me retrouver. Puis tu sais, je me suis rendu compte que, tu sais, mon travail, ça serait beaucoup d'être en arrière d'un ordinateur à écrire des textes ou... des trucs du genre. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça. Oui, tu avais un contact avec les gens dans ce que tu faisais, tes choix d'emploi aussi, que tu voyais peut-être moins dans l'avenir que le milieu des communications te destinait à l'époque, à cette époque-là. Moi, j'ai un gros besoin, même aujourd'hui, d'affiliation, d'avoir des collègues, d'avoir des amis autour. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était un milieu très solitaire, en tout cas de mon point de vue de fille de 20 ans. Là, peut-être qu'aujourd'hui, je sais que c'est peut-être moins comme ça. Puis, je suis retournée voir un conseiller d'orientation. Puis, je lui ai dit, ben moi, j'aime pas ça. Ce que je fais, je vais me trouver quelque chose à faire maintenant. Là, parce que je veux pas perdre tu avais mon le goût de changer. Ouais. Après combien de temps? Après un an. Ouais. Un an, ouais. OK. Puis là, qu'est-ce qu'il t'a suggéré? Ben écoute, je suis restée juste une journée dans son bureau. Il m'a dit, tu sais, t'aimes ça lire, écrire, parler. T'aimerais pas ça aller enseigner au secondaire? Puis là, je suis comme, tu sais, moi, aller enseigner au secondaire, je ne me tentais pas pantoute. Je veux dire, non. Non, puis il m'a dit, ben il y a aussi bac en enseignement du français langue seconde. Ça, tu enseignes aux nouveaux arrivants. Tu peux faire primaire, secondaire ou adulte. Je suis comme, OK, je vais aller faire ça. Fait que tout de suite, je suis sortie. Il m'a dit, j'aimerais ça qu'on se revoie. Je dis, non, c'est correct, je vais aller faire ça. Et il était pas pire, lui, parce que pensons-y, là, la combinaison de, tu sais, être en contact avec les gens, le théâtre, parce que tu parles devant le monde, puis tu as une audience. Après ça, ton intérêt pour communiquer oralement. Ensuite, c'est ça, enseignement en seconde, c'est un peu tous les sujets de la vie. Tu n'es pas cantonné dans une affaire. Je trouve que c'était une bonne recommandation. C'était très bon. Je pense que c'était très bon. Puis tu sais, faut pas oublier qu'une classe, ça demeure aussi une scène. T'sais. Oui. Tu parles devant des gens. Oui, c'est ça. Évidemment, mon but, c'est pas juste de parler moi, c'est qu'eux me parlent, parce que j'enseigne. Il faut qu'ils parlent français, fait que c'est pas juste moi qui dois parler. Mais tu sais, ça reste une scène. Tu es devant des gens, tu es avec des gens, tu parles devant des gens. Fait que ça reste un milieu où tu dois être théâtral. Exact. Je pense que si tu n'es pas du tout théâtral, ça se peut que tu sois plate. On a reçu à Faire une femme de soi, vous pourrez aller voir les épisodes, mais Jasmin Bergeron puis Isabelle, là, j'oublie les noms un matin, mais c'est dans les plus grands conférenciers au Québec, voire au Canada, Isabelle Fontaine, Jasmin Bergeron et ses 2 profs d'université. Alors, ils ont fait leurs armes comme conférenciers devant des salles de classe, devant un public qui n'est pas gagné d'avance. C'est ça, il faut quand même être intéressant. On est avec Tania Lompré, qu'on connaît comme spécialiste en intégration, nouveaux arrivants, francisation. Elle intervient souvent dans les médias, mais on apprend à connaître la femme derrière l'experte aujourd'hui à Faire une femme de soi. On revient après la pause. Vous êtes peut-être plusieurs à vous demander...
Tania Lompré, il me semble que j'ai déjà vu ça, ce nom-là. Oui, vous l'avez vu dans le Journal de Montréal. Elle a publié 1 ou 2 livres, 2 livres. Donc, vous l'avez vu passer dans les médias. Souvent aussi, vous savez, des enjeux d'immigration, on en a énormément et les médias en parlent beaucoup. Donc, souvent, Tania va être appelée à intervenir sur le sujet. Et même, là, je vois aussi qu'elle attend plus après les médias. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux parce qu'elle s'exprime sur des sujets qu'elle connaît bien. Puis comme on en a parlé aussi au début de l'émission, c'est qu'elle a, c'est quoi le terme? C'est vraiment un bon terme. Une connaissance du terrain en plus. Pracadémique. C'est un brand, ça, pracadémique, je trouve. Académique ensemble. C'est comme une valise, là. Oui. Mais c'est vraiment bon, je trouve, comme terme. Et donc, c'est ça. Fait que Tania, si vous voulez en découvrir plus, là, non seulement sur ces enjeux-là, mais sur le bénéfice aussi d'avoir des gens qui viennent de partout, qui viennent dans notre communauté. Qu'est-ce que ça peut ajouter? Qu'est-ce que ça rend de meilleur? Tu sais, il n'y a pas juste des mauvais côtés, là. Il y a des bons côtés à ça. Alors, mais les médias nous parlent juste, tu sais, des enjeux. Il y a des bons côtés aussi. Je pense que le multi et le pluri, comme tu dis, peut être une source de plus de joie même autour. Ouais. Moi, je reste à Brossard, tu sais. Il n'y a pas pluriculturel. Là. Ouais. Alors, on peut apprendre plein de choses, puis il s'agit juste d'être capable, puis de s'organiser pour bien vivre ensemble. Alors, donc, Tania, on est rendu à l'université où tu bifurques, où un conseiller d'orientation te donne une bonne recommandation. Donc, tu fais tes études et est-ce que là, ça a été un parcours linéaire, genre bac, maîtrise, doctorat, merci, bonsoir? Non. J'ai terminé mon bac rapidement. Ensuite, je suis revenue à Montréal, là, ou en tout cas dans le coin, là, pour enseigner, parce que, enseigner en français langue seconde dans le coin de Québec, moi, j'ai étudié à l'Université Laval, il n'y avait pas... Assez d'arrivants. En 2007, quand j'ai terminé, c'est plus le cas maintenant, ça a beaucoup changé, Québec. Mais quand j'ai terminé mon bac, il n'y avait pas de travail. Donc, je suis revenue à Montréal et je suis allée enseigner tout de suite aux nouveaux arrivants. J'ai commencé aux enfants pendant 2 ans, puis après, j'ai poursuivi à l'éducation des adultes, avec des nouveaux arrivants adultes, là. Et pendant tes études, est-ce que c'est là que tu fais ta maîtrise? Non, je travaille pendant 3 ans à peu près, jusqu'à temps que je me dise, je commence à m'ennuyer un peu, là. Qu'est-ce que je ferais bien de mes soirées? Tu sais, je veux dire, je suis une fille qui a besoin d'être stimulée. Curieuse, on le voit, il faut que tu fasses 2 choses en même temps. On l'a appris. À l'école, elle faisait 2 choses en même temps. Fait que là, elle fait juste travailler, ça marche pas, il faut qu'elle fasse autre chose. C'est ça. Fait que je commence une maîtrise en didactique des langues secondes. Lorsque je suis jeune enseignante, mais j'ai quand même fait 3 ans de terrain, là, fait que j'ai arrêté. Puis après, j'ai fait une maîtrise à temps plein pendant que j'enseignais à temps plein. Et tout de suite après, je suis entrée au doctorat en enseignant à temps plein aussi. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas demandé de bourse ou de ci ou de ça. Je veux dire, je continuais à travailler. Puis, tu enseignais en même temps de faire tes études universitaires. Oui. Puis, est-ce que... Puis à la fin, je faisais 3 choses. J'enseignais à l'université, je finissais mon doctorat, puis j'enseignais dans ma classe. Parce que là, tu t'es mis à enseigner à l'université aussi, tu as accepté des charges de cours. Oui. OK. Donc là, on est rendu à 3 choses en même temps. Mais l'incursion en politique est où là-dedans? Elle est là, en même temps, dans les 3 ans où je savais pas trop quoi faire, j'ai écrit un livre. Ah, ben donc, on sait pas quoi faire, on écrit un livre. C'est ça. Tu sais, j'avais comme 24 ans peut-être. C'est ça, j'ai commencé ma maîtrise, mon livre sortait, là. Ou presque. Puis je m'impliquais en politique aussi parce que je trouvais des amis qui avaient les mêmes genres d'intérêts que moi, qui aimaient l'actualité, qui aimaient les affaires publiques. Fait que, moi, le monde politique est très... Ça devait t'attirer, là. Fait comment c'est arrivé que tu as fait de la politique si jeune? Je suis allée à l'assemblée de mon comté, du comté de mon coin, là. J'étais dans Huntsic. Puis, c'était Lisette Lapointe qui était la députée, la femme de Jacques Parizeau, qui était venue à cette époque-là. Puis, c'est quelqu'un avec qui je me suis liée, je ne veux pas dire d'amitié, là, mais tu sais, on nous a reçus, un bon contact. Dans un souper ensemble. Puis, il m'impressionnait, M. Parizeau, là, tu sais. Puis là, il m'avait dit, toi, t'es une petite vite. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'avait dit, là, quelque chose du genre. Puis, il avait lu mon livre avant qu'il sorte. Oui, parle-nous de ton livre. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Devenir québécois ». Non, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Mon livre, ça s'appelle comment?
livre s'appelle Québec cherche Québécois, mais le titre de travail, c'était Devenir Québécois. OK, c'est un mais très il bon s'appelle titre. Québec cherche Québécois pour relations à long terme et plus. OK. Mais tu vois, mon livre, mon titre, c'est vraiment Devenir Québécois. Puis je sais que M. Pardot l'avait lu avant, puis il est venu au lancement de mon livre. Fait que ça avait été... fait que, pour moi, c'était deux choses qui allaient ensemble. Je militais pour l'indépendance au PQ, puis je me disais, moi, je veux que les gens qui arrivent ici deviennent Québécois. Fait que Québec cherche ce livre-là qui a eu un bon rayonnement. Oui. Plusieurs semaines dans le palmarès de Gaspard. Puis il a été lu dans plusieurs cégeps, là, dans le cours de français 4. Puis moi, j'avais 28 ans. Je savais pas trop C'était ton rêve, là, ça? C'était mon rêve. Fait que là, tu fais quoi? Tu réalises ton rêve à 28 ans. Oui. Là, tu fais, OK, qu'est-ce que je fais après? Attends, What's next? mais t'en écris un autre, mais t'acceptes d'aller en politique. Là. Parle-nous de ça. Oui, bien, c'est ça. Entre les deux, entre les deux livres, j'écrivais au Journal de Montréal. J'avais un blog. Dans ce temps-là, c'était super populaire, les blogs. Oui. Puis, il y a une époque. Puis, on approche un de mes amis, en fait, pour se présenter dans un comté impossible à gagner, là. Puis, mon ami dit non, puis il dit, toi, ça te tenterait pas? Puis là, finalement, de fil en aiguille, ils me disent, toi, ça te tente-tu? Puis moi, j'ai dit, oui. Moi, je suis une fille de... Tu me demandes quelque chose souvent. Je dis, non, c'est pas un mot que je connais beaucoup. J'aime ça me lancer dans plein de choses. Bien, je note aussi que tout a réussi. Là. Jusque-là, tout a réussi. Ah, t'essayes des nouvelles affaires. T'essayes des nouvelles affaires, puis ça marche. Fait que toi, quelqu'un qui te propose une nouvelle affaire, tu te dis, ça va bien aller. J'embarque. Mais c'est pas de même, ça finit. Ah, ça se passe pas bien du tout, en fait. Mais tu sais, puis ça se passe pas bien dès le départ, parce que moi, je suis comme, on s'en fout un peu, là. C'est un peu candidature poteau, là. Ouais, tu penses pas qu'il va y avoir trop de conséquences? Je pense pas qu'il va se passer grand-chose, mais tu sais, quelques jours avant ou pendant le début de la campagne, moi, j'ai un ami qui dit que mon fil Facebook souffrait d'incontinence dans ce temps-là. OK, fait que tu parlais trop sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimais ça, là. Moi, j'étais précurseur avec beaucoup, je pense que j'avais 10 000 personnes abonnées à mon Facebook. J'aimais ça écrire, puis beaucoup réagir dans un peu provocation. Oui. Tu polarisais. Oui, souvent limite. Mais tu sais, quand même correct. Des fois, des jokes un peu drôles. Moi, je me trouve drôle. Là. Fait que, à un moment donné, j'avais écrit Pauline retourne jardiner, là, en voulant dire Pauline Marois parce que je trouvais qu'elle était moins bonne. En tout cas, tu sais, je sais pas, là. C'était vraiment comme. Tu faisais ton commentateur radio, là. C'est ça, mais plus, tu sais. Puis. T'es une femme. Oui, c'est ça. Puis un jour, il y en a un qui me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, moi, je suis tannée parce que ça fait des jours qu'il m'écrit, ce gars-là. Puis à un moment donné, je dis oui. Je sais même pas trop de quoi il parle. Je ferme mon Facebook, je le bloque. Puis juste avant de le bloquer, il dit, si tu me réponds pas, je vais gâcher ta vie. T'sais. Puis j'ai dit, OK, bye. Puis finalement, il n'a pas gâché ma vie, mais il a gâché quelques jours de ma vie, là, où il a envoyé plusieurs captures d'écran de mon Facebook aux médias. Puis où il a envoyé les conversations privées où je savais pas, j'étais comme, ouais, là, tu sais. Puis dans le fond, lui, il disait, t'es-tu pour la circoncision? Ou t'es-tu contre la... Je sais pas trop ce qu'il m'avait dit, là. Es-tu contre la circoncision? Puis, penses-tu qu'on devrait renommer l'hôpital juif? J'ai dit, comment? Tu sais, puis je m'en fous, là, je sais même pas qu'est-ce qu'il raconte. Mais là, ça sort dans les journaux, tu sais. Parce que là, tu es une candidate politique. Ouais. Donc, ces conversations-là de salon, ça a plus ou moins d'impact d'habitude, puis ça n'intéressera pas les journalistes, sauf si tu deviens sur un poteau. Oui, puis je pense que j'étais la première, parce qu'il y en a eu beaucoup après qui se sont fait pogner avec des niaiseries, là, tu sais, des photos sur des bols de toilette, des affaires de même. Tu sais, moi, j'avais pas ça, on s'entend. Mais tu sais, j'étais la première qui était issue parce que un peu des réseaux sociaux. Là, pour mieux expliquer, comme tu étais pour l'indépendance, lui, il disait, il faut tout québéciser, y compris le nom de l'hôpital juif. Il faut-tu... Tu sais, je sais pas si ça tenait, là. C'était plus la laïcité, parce que c'était le temps de la laïcité. Puis, tu sais, moi, j'étais très pro-charte des valeurs, là. Puis, lui, il devait être très contre, là. Donc, je pense que c'est plus comme ça. Fait que donc, tu as été, là, cancellée quelques jours. Oui. Il y a eu une vague, là, sur l'Internet, là. Puis, ça a-tu été intense? C'est drôle parce que, tu sais, sur les réseaux sociaux, c'était très intense, mais dans ma vie privée ou dans ma vie de tous les jours, ça paraissait pas, là. Tu sais, je me souviens qu'il y a eu un article de Patrick Lagacé où c'était écrit en gros avec ma photo, tu sais, puis dans ce temps-là, c'était encore les journaux de papier, tu sais, le poteau le plus divertissant en ville. Puis ça finissait en disant, cette fille n'a peur de rien, elle devrait, là. Tu sais, quelque chose de même, là. Tu sais, puis là, je me souviens que j'ouvre ça, là, je fais comme genre, au secours. Là, je ferme ça, je m'en vais au travail, puis tu sais, à l'école, tout le monde me dit bonjour comme tous les autres matins. Les élèves sont encore là comme toujours. Puis tu sais, il se passe rien finalement. Tu comprends? Ma vie continue, mais sur les réseaux sociaux, ça se passe pas bien. Tu sais, puis tu sais,
Là, on m'appelait pour savoir si j'allais annuler ma candidature ou même si le parti allait enlever ma candidature. Puis Pauline Marois m'avait appelé Sonia Lompré. Tu sais, là, ça avait dérapé, là, tu sais, parce qu'elle savait même pas mon nom. Mais tu sais, c'est pas grave, c'est une candidate poteau, tu comprends? Puis, tu sais, j'étais contre David Hurtel, tu sais, qui se présentait dans Vio. Je veux dire, j'avais zéro pourcentage de chance de gagner, tu sais. Fait que je m'en allais pas là, moi, pour gagner. Je m'en allais là parce que ça me tentait de faire ce genre d'exercice-là. Mais humainement, là, parce que là, c'est des propos qui ont été extrapolés. Il y a du monde qui ont interprété ça comme étant antisémite. Ouais. Puis là, il n'y a pas pire que ça, là, Non. pour semer la zizanie du siècle, là. Ouais. Puis quand on lit les affaires, il faut vraiment pousser fort pour interpréter ça comme ça. Oui. Mais donc, il y a eu un tsunami après qui, est-ce que personnellement, tu sais, c'est quelque chose que tu t'es dit, ben ça n'existe pas, ou tu sais, tu as pris la mesure de... Ah non, je Fuck, savais ce qui c'est se passait, là, difficile, tu sais, le parti m'avait convoqué dans les bureaux, tu sais, fait que, tu sais, j'avais... Tu sais, je savais qu'il se passait quelque chose pour vrai, mais tu sais, on dirait que je pense que j'ai une bonne capacité à faire deux choses en même temps. Fait que, tu sais, continuer ma vie en même temps qu'il se passait quelque chose, ça allait. Si tu demandes à mes amis proches, par exemple, j'ai 2-3 amis où ils vont me dire hey, ça n'a pas bien été pendant comme une grosse semaine, là, tu sais. Mais après ça... Mais finalement, t'es-tu resté candidat? Ben oui. Mais c'est une grosse tempête médiatique pour Oui. une jeune femme, Oui, là. oui. Alors, comment t'as traversé ça par après? Parce que, tu sais, il y en a qui traversent ça, là. Ben moi, je pense que j'ai traversé ça assez bien, en fait, là. Toute seule, là, tu sais, j'ai pas eu une firme de relations publiques ou quelque chose qui m'a aidée, là, tu sais, j'ai juste continué ma vie, je te dirais, là, tu sais, ça a été moins le fun, tu sais, une semaine, là, ça a été vraiment moins le fun, mais tu sais, je voyais que ça a pas changé le reste autour, tu sais. C'est sûr que là, quand j'ai vu l'article, là, tu sais, dans des médias anglophones, là, sur, tu sais, justement, antisémitisme, tout ça, j'étais comme, mais voyons donc, tu sais, je suis pas antisémite, tu sais. Premièrement, tu sais, Fait qu'est-ce que tu as fait pour régler ça? Parce que, veux pas, toi, tu as géré ta crise, Ouais. mais tu es allé donc vers cette communauté-là pour Ouais. leur parler puis tisser des liens. Oui. Ouais. Comment ça t'est venu, Ben, ça? j'avais un ami qui est décédé maintenant, là, David, qui travaillait pour la CIJA, l'association juive. Puis, tu sais, on est allé prendre un café ensemble, on s'est parlé. Il m'a invité même, tu sais, j'étais allée, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais en tout cas, j'étais allée à l'ambassade ou quelque chose de même d'Israël à Montréal. Puis, on m'a même invitée en Israël. Moi, j'étais allée après quelques jours, là, tu sais. Combien de temps après la controverse t'es allé en Israël? 2 ans, peut-être. OK. Mais donc, tu sais, 2 ans. ce que je comprends, là, c'est que tu n'as pas géré la crise d'un média. Tu l'as géré Non. dans les faits, Ouais. dans le concret. Ouais. Comme une... C'est quoi le mot? Académique. Une pracadémique! C'est-à-dire que là, tu t'es dit, OK, attends, tu sais, non seulement je le suis pas, mais Ouais. je vais rentrer en contact avec cette communauté-là, je vais m'expliquer sur mes propos, non seulement ça, je vais tisser des liens. Puis ils t'ont invité là-bas. Puis il paraît que c'est des voyages transformateurs, là. C'était magnifique. C'est Ouais. sûr que là, tu sais, évidemment, aujourd'hui, c'est pas le temps d'y aller. Là, Non, tu sais, non, mais, c'est sûr. Mais tu sais, j'étais allée dans les deux côtés. J'étais allée en Palestine, j'étais allée en Israël. Ah, t'es allée tu sais, des fait que deux j'étais allée voir côtés. les deux côtés, c'était important aussi Mais pour dans moi. le même voyage? Oui, Ah oui, c'était prévu comme ça? oui, Ah ouais, t'allais dans les deux. oui. On est allé à Ramallah, là, oui. C'est quand même intéressant. Oui, oui, j'ai adoré. C'est en quelle année? C'est privilégié. C'est Pas... probablement en 2017, là, avant la... Ouais, d'après moi, 2017. Parce que, tu sais, il n'y a pas grand monde qui 2016. peuvent aller et à l'une place et à l'autre. Là, c'est rendu difficile d'aller là. Oui. tu sais. Puis maintenant, je pense que c'est plus de ça. Mais là, nous, on était organisés. C'était organisé, là, tu sais, avec le comité là-bas. Fait que, tu sais, ils nous Ouais. attendaient, là. Fait que, tu sais, on était corrects. C'est sûr que, tu sais, quand tu arrives au... Ben, je veux pas dire les douanes, là. Je sais pas c'est quoi le vrai mot entre les deux territoires, là. Mais, tu sais, les gars qui entrent armés dans l'autobus, là, t'es comme genre, ah, salut, tu te tiens tranquille. Tu sais, Ouais. mais oui, Mais c'est quand même, tu sais, un paradoxe. Et en même temps, ça explique la genèse de ce que tu fais. Tu sais, des gens ont perçu tes propos comme quelque chose qui était résistant Ouais. au vivre ensemble. Ouais. Puis toi, tu as fait, gars, attends une minute, on va vivre Ouais. ensemble. Oui. Tu sais, faisons-le Ouais, au lieu puis- d'en parler. Ben c'est ça, exactement. Puis, tu sais, moi, je veux dire, ça, c'est une affaire que j'haïs dans la vie, là. C'est ça, les réseaux sociaux qui disent, genre, ouais, toi, parce que tu chiales contre l'immigration, t'es forcément une personne fermée ou raciste, tu sais. Puis chaque fois, moi, je suis comme, ben, tu sais, viens voir qui je suis, parce que si tu penses ça de moi, c'est parce que tu me connais clairement pas. Tu sais, on a fêté la Saint-Jean avant-hier avec mes amis à la maison. Il y avait des Roumains, des Algériens, des Laotiens, mon chum il est vénézuélien, des Colombiens, des Italiens. Tu sais, je veux dire,
il y a tout le monde chez nous. Puis, tu sais, je Mais passe forcément, ma vie t'es avec dans. les nouveaux arrivants. C'est tu sais. ça, t'es dans t'es dans cette ouverture-là. Dans ma vie privée, tu sais, mon chum vient du Venezuela, tu sais, puis tu sais, nos amis viennent de partout. Je veux dire, ma famille vient d'Italie. Fait que, tu sais, moi, quelqu'un qui me traite de raciste, ça me... Parce que Ça tu parles de m'enrage. ce sujet-là, des Ouais. fois, ils vont là parce qu'ils savent pas comment argumenter. Oui, parce que là. souvent, les gens disent que tu peux pas te positionner contre certains enjeux en immigration, alors que moi, je pense que pour que, justement, les gens soient bien reçus, il y a des choses pour lesquelles tu dois pas nécessairement être pour. Tu sais, c'est correct de chialer pour certaines choses pour viser quelque chose de mieux. Oui, c'est C'est, ça. Il y a une raison. Tu Par chiales pas pour exemple, chialer. C'est ça. Tu sais, par exemple, tu sais, là, on parle du PEC beaucoup, là, tu sais, puis moi, j'étais comme... Explique c'est quoi le PEC. PEC, c'est le programme d'expérience québécoise, qui a été fermé, réouvert, tout ça. Puis, tu sais, moi, j'expliquais aux gens autour de moi que hey, j'ai vu, moi, des tonnes de gens depuis des années dans mes classes qui sont traités tout croche par des employeurs, mais tu sais, c'est correct de traiter tes employés philippins ou guatémaltèques tout croche puis leur donner des horaires de merde en leur faisant croire qu'à la fin, ils vont avoir une résidence permanente, tu sais. Fait que des fois, quand t'expliques ça, les gens pensent que t'es fermé, mais tu sais, c'est Non. pas fermé. T'as justement vu les gens pendant 20 ans sur le terrain vivre plein d'affaires. Tu as vu les conséquences. Puis t'as envie, justement, que ce soit mieux fait pour eux. Tu sais, pour les seuils migratoires, par exemple, aussi, tu sais, moi, je suis souvent en train de dire que les seuils doivent être, tu sais, pas augmentés parce que, justement, on n'a pas les structures nécessairement qui permettent un bon Ça accueil. engorge notre présentement. système. Il faut avoir la Oui. capacité de les accueillir. C'est C'est un moi, peu ce que la accueillir CAQ a tout le quelqu'un temps ici. dit, mais que le monde trouve qu'il n'est pas correct. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai travaillé après pour la CAQ pendant quelques mois, tu sais, aussi, tu sais, fait que... Tu as écrit J'ai écrit un rapport. Un Dans une équipe, là, pas seule, là, mais une équipe de rédaction pour un rapport politique sur l'immigration. Justement, j'ai travaillé dans le bureau de Simon-Jolin Barrette. Puis après, je suis revenue à mes amours réguliers. dans les médias, écrire des livres. Ouais, tu sais. Et là, tu es sur une route, donc, où tu t'exprimes de plus en plus. Avec les réseaux sociaux, c'est rendu très possible. Tu as un podcast aussi où Ouais, tu j'ai un rencontres... parle-nous du podcast un peu. Mon balado s'appelle « Avec ou sans accent ». Donc, ça parle vraiment d'immigration, d'éducation, de langue française, d'intégration des nouveaux arrivants, de politique publique reliée à l'immigration, à la langue. Tout ça, ça a l'air très théorique quand j'en parle comme ça, mais moi, mon objectif, c'est justement de faire beaucoup de vulgarisation pour monsieur, madame, tout le monde qui m'écoute et qui s'intéresse à ces sujets-là. Puis à quoi là, aujourd'hui, la pluriactive, donc, qui veut faire plusieurs choses en même temps, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais? Parce que là, la politique, il va y avoir des élections, ça va peut-être recogner à ta porte, ou si c'est pas déjà fait. Est-ce que tu as envie de participer plus à l'élaboration de la réglementation, Oui, des structures, ou tu veux le faire au niveau universitaire? Tu sais, c'est clair que tu as envie d'avoir de l'impact là-dessus. Oui. Tu en as déjà dans les médias, mais la pluriactive qui est devant moi, elle doit vouloir autre chose. Ben, en fait, elle veut continuer un peu tout. tant que ça tourne autour de sa mission encore. Donc, c'est sûr que si tu m'appelles pour faire de la politique, tu me dis, ça te tente-tu de devenir ministre des Affaires municipales? Je veux dire que ça me tente pas pantoute. Parce que tu as ton sujet. Si tu me dis, viens faire viens animer une émission de radio sur plein d'affaires, ça me tente pas de parler des clubs D'échangistes, mettons. Oui, c'est ça, mettons. Tu sais, fait que j'ai envie de parler puis de rester dans mes choses. Mais s'il y avait des projets qui me menaient justement à avoir de l'impact sur ces dossiers-là, moi, je suis une personne intéressée à poursuivre ça. Que ce soit en politique, que ce soit à l'université, que ce soit dans plusieurs milieux en même temps. J'ai envie de rester dans mon terrain de sable quand même, là, qui est quand même assez large, là, mais y rester pour les raisons qui m'intéressent. Fait que, faire de la politique un jour, peut-être pas tout de suite. Enseigner à l'université, je le fais déjà. Enseigner dans les classes, je le fais encore déjà. Je suis en train de finir un 3e livre que j'espère publier dans les prochains mois, là, peut-être au début de l'hiver 2027. OK. Fait que, tu sais, j'ai envie de publier un nouveau livre, de continuer de voir ce que ça va donner, puis de continuer à travailler sur plusieurs projets là, qui tournent autour de mes sujets d'intérêt. Bien, continuer d'influencer aussi, parce que maintenant, les réseaux sociaux, c'est ça que ça permet. Oui. Ça permet d'avoir des idées Oui. qu'on peut faire voyager aux personnes qu'on a envie de voyager. Si je comprends bien, tu sais, toi, tu as cette capacité-là de vulgariser à monsieur et madame tout le monde, donc pour aider un peu, justement, à favoriser cette ouverture-là, parce que, veux pas, il y a des gens qui arrivent, on peut en profiter. Puis, d'un autre côté, aussi peut-être à ceux qui, comme tu constates sur le terrain qu'il y a des lacunes, bien, tu essaies de leur dire qu'est-ce qui se passe.
Alors, tu continues de faire ça. Puis la vie personnelle, elle, parce que là, la plurie tout le temps, là, est-ce que, donc, tu nous as dit que tu avais un conjoint vénézuélien. Est-ce que tu as eu des enfants? Ta vie de femme, là, comment ça se passe? J'ai un conjoint depuis plusieurs années, là, 6-7 ans, je ne sais plus, là. Ça fait longtemps. Qui vient du Venezuela aussi. Fait que, on habite ensemble, on a une maison, tout ça. On a essayé d'avoir des enfants, ça n'a pas fonctionné. Pour des raisons... on est dans un couple infertile, disons, comme ça, là. Fait que ça n'a pas fonctionné. Mais non, tu sais, maintenant, j'en parle bien. C'est correct, Si tu m'avais posé la question il y a 5 ans, ça se j'aurais peut-être pas bien réagi. Mais, tu sais, on passe à travers ça. Tu sais, des fois, tu te dis... ça n'a pas fonctionné, mais je pense que je suis une tata excellente pour mes 2 neveux de 3 et 1 an. Puis, tu vas aller faire le clown chez eux, probablement. Fait que, tu sais, je m'occupe des neveux, des enfants de mes amis. Tu sais, je suis une très bonne matante, là, tu sais, avec les enfants autour de nous. Pas juste une matante biologique, là, tu sais, aussi une matante amicale, là, tu sais, ou je sais pas comment on dit ça, là, de la fesse gauche, là, tu sais, pas biologique. Mais c'est sûr que, tu sais, ça m'a... Tu sais, maintenant, je me dis, ben, tu sais, si j'avais eu des enfants, probablement que j'aurais peut-être pas fait tout ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, d'un autre côté, à un moment donné, tu finis par te dire que, ben, ça n'a pas fonctionné, mais, tu sais, ta contribution peut être ailleurs. Oui, c'est ça. De là, cette transmission-là que tu fais via le podcast, le livre qui s'en vient. Politique, parlons-en 2 minutes parce que tu as sûrement des opinions, mais là, ça n'a jamais été autant incertain. Qu'est-ce qui va se passer au Québec au niveau des élections? Qu'est-ce que... Ton sujet que tu connais, là, ton cheval de bataille, là, tu sais, le parti au pouvoir, ce serait quoi une des priorités qui pourrait faire que tu dises, OK, moi, je vais voter pour eux autres? Moi, mon vote a été volatile dans les derniers. Oui, moi, j'ai l'impression que c'est le sujet. Tu sais, tu veux une promesse en particulier. Oui, tu sais, mais c'est sûr que, tu sais, moi, je choisis pas. Je loge à l'échelle, mettons, souverainiste. Mais, tu sais, à la CAQ, il y avait un groupe souverainiste dont je faisais partie. Puis, tu sais, mon vote s'est promené, là. Tu sais, j'ai voté pour la CAQ, j'ai voté pour le PQ. Tu sais, je pense que présentement, le parti qui me parle le plus, c'est le PQ, tu sais, puis ça va rester probablement comme ça jusqu'à temps que, tu sais, j'aime bien comment le parti s'organise présentement. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, je décide de mettre, moi, de l'avant mes convictions souverainistes, là, tu sais, plus en me disant, ben je vais voter pour le PQ, mais, tu sais, dans 5 ans, je sais pas où je voterai. Mais par rapport à l'immigration, qu'est-ce que tu voudrais que le parti en place dise, écoute, moi, je vais prendre ça en charge? Bien, en fait, je pense que la première chose, c'est de s'assurer, en fait, que nos structures d'accueil fonctionnent. Puis, tu sais, je trouve que l'immigration... Bien, tu sais, comment de personnes on reçoit? On a du logement pour combien de personnes? Parce au niveau du logement. Tu sais, comment on peut organiser les gens dans les régions? Tu sais, partout, là. Tu sais, est-ce que les gens doivent s'installer seulement à Montréal ou si, par exemple, on peut construire, en fait, dans d'autres régions? Comment on fait pour s'assurer que les gens ont des cours de francisation? Parce que là, la CAQ, depuis quelques années, ça n'a pas été super bien en francisation. Fait que, tu sais, moi, est-ce qu'on peut donner des bons cours? Est-ce qu'on peut bien accueillir les gens? Est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils ont une place où vivre? Parce que, tu sais, moi, des nouveaux arrivants qui vont chercher des paniers alimentaires le jeudi matin puis que ma classe est à moitié vide, j'ai vu ça, là, tu sais. Puis ça, je trouve pas ça correct de dire on accueille des gens ici, mais on te met dans une situation où ton 3,5 te coûte... Mais oui, les yeux de la tête, là, t'as plus d'argent pour payer. T'sais, fait que pour moi, ça, c'est pas un bon accueil des nouveaux arrivants. Fait que, tu sais, de s'assurer que les structures soient adéquates, les garderies aussi. Bien, tout ça, tout le système social. Les garderies, le système social est parce que ça crée un engorgement dans un système social qui est déjà engorgé. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que le système social doit être bonifié, ajusté avant d'avoir plusieurs personnes puis continuer à être sur une pente descendante, là. Mais ça, quand tu dis ça, tu te fais traiter de... Mais le Québécois qui va dire, tu sais, ils vont dire on a besoin de main-d'œuvre, mais cette main-d'œuvre-là, il faut qu'elle puisse se guérir, se loger, faire garder les enfants, etc. Il faut qu'il y ait droit à ces, exactement. Tu peux ces conditions-là. Un travailleur étranger, c'est pas un robot. Non, c'est ça. Je pense que beaucoup d'entreprises, malheureusement, ils chialent beaucoup que mes employés doivent repartir, sauf que qu'est-ce que tu as fait pour ton employé? Est-ce que tu t'es assuré qu'il atteigne les bons niveaux de français nécessaires à, par exemple, devenir un résident permanent? Oui, parce que c'est ça que tu dis, c'est que souvent, les gens, c'est parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau de français. C'est pas juste le gouvernement qui a resserré les règlements. Ben oui, il y a toujours aussi... Les gouvernements décident avec
certaines données que nous, on n'a pas toujours. Hein, non, mais aussi, la personne qui arrive ici est responsable. Il faut qu'elle soit responsable. Oui, donc, elle a des niveaux à atteindre. Sauf que si la personne travaille 15 heures par jour dans une entreprise, elle n'est pas capable d'aller faire un cours de français parce qu'elle doit dormir, là, comme tout humain. Fait que, c'est sûr que ça ne devient pas la priorité. Puis souvent, les employeurs vont dire, moi, je ne l'ai pas embauché pour qu'il apprenne le français, je l'ai embauché pour qu'il travaille. Mais je pense qu'on doit vraiment remanier nos programmes de travail temporaire pour dire, OK, viens travailler chez nous, mais 4 jours par semaine, puis une journée, on oblige l'employeur, par exemple, à franciser la personne qui va embaucher pour qu'elle puisse s'intégrer à long terme et rester. Exact. On voit une femme qui est passionnée par son sujet, mais aussi tu as une belle connaissance du terrain. Oui. Puis je pense que tu expliques bien les enjeux d'une façon qui peut créer de l'ouverture. Tu sais, il y a beaucoup de débats en ce moment. Les gens sont beaucoup divisés, mais on a besoin de voix qui fédèrent. Tu sais, avec les bonnes informations. Puis je trouve que Tania Lompré t'incarne cette voix-là qui a la capacité de fédérer tout en éduquant les gens des deux côtés. En fait, je pense, que ce soit les arrivants ou ceux qui accueillent. Puis, je pense que l'immigration, c'est pas juste des situations angéliques, puis c'est pas juste des choses qui vont pas bien. Entre le noir et le blanc, il y a une multitude de tonalités de gris, là, puis je pense qu'il faut aller travailler dans le gris un peu plus souvent. Alors, on a rencontré Tania Lompré aujourd'hui qui nous a raconté un peu plus son parcours de femme. On a appris à en connaître sur elle et sur la genèse de sa passion pour le vivre ensemble, mais aussi, on peut-tu faire les choses correctement pour que les gens vivent bien une fois qu'ils sont arrivés ici. Merci, Tania. Merci, Janie. D'avoir accepté notre invitation à faire une femme de soi. Et je te souhaite un bel été. On va regarder ton livre qui va sortir à l'automne. 2027. Plus 2027 à l'hiver, ouais. FM 103.3